L'histoire commence avec Haruto, un jeune garçon âgé de pas plus de 10 ans. Son père a dû déménager de la ville où il vivait, et donc le garçon se tenait là, disant au revoir à la fille qu'il aimait. Malgré son jeune âge, il a fait ce que beaucoup d'hommes adultes échouent à faire, mon ami. En regardant dans ses yeux pleins de larmes, il a dit « Je dois maintenant partir avec mon père, mais je te promets, je reviendrai et je t'épouserai. Même si je meurs ou suis tué, je reviendrai toujours vers toi. » La fille était profondément cœur brisé. Elle ne voulait pas se séparer de lui, mais la vie ne va jamais comme nous l'espérons. Et donc, le garçon est parti, et les années ont passé. Un jour, Haruto prenait le bus quand il a remarqué une petite fille qui le fixait, avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passait. Un accident horrible s'est produit. Tout le monde dans le bus est mort, sauf Haruto. Il a ouvert les yeux, sa tête martelée par la douleur. Il a regardé autour de lui et a réalisé que son corps avait changé. L'endroit était inconnu, et tout autour de lui était étranger. Des souvenirs déroutants inondaient son esprit. Sa tête battait avec une douleur insupportable, et il ne pouvait rien comprendre. Il a bientôt découvert la vérité. Après sa mort, il avait été transporté dans un autre monde. Maintenant, il vivait sous un nouveau nom, Ryo. Un groupe de travailleurs est entré dans la pièce où il se trouvait, portant un sac contenant quelque chose à l'intérieur. Ils l'ont ouvert et ont commencé à manger. Ryo, affamé, s'est approché, mais l'un des hommes lui a crié « Éloigne-toi de moi, ton odeur gâche la nourriture ». Écrasé, Ryo est sorti et a mangé quelques morceaux de fruits qu'il a trouvés par terre. Mais les souvenirs hantaient encore son esprit. Deux corps, deux ensembles de souvenirs, se heurtant dans l'âme d'une personne. Une voix résonnant sans fin dans sa tête, essayant de se ressaisir. Il a murmuré. Haruto est mort dans son monde. Je suis Ryo maintenant. Je dois continuer. Je n'oublierai jamais mon objectif. Je vengerai ma mère. Il avait vu sa mère être assassinée devant ses yeux quand il n'était qu'un enfant. Il n'oublierait jamais ce moment. Et il avait juré de se venger alors qu'il était perdu dans ses pensées. Il a été interrompu par un groupe de filles en vêtements propres. Elles cherchaient une fille disparue et lui ont demandé s'il avait vu quelqu'un. Ryo a nié, disant qu'il ne savait rien. Mais les filles ne l'ont pas cru et lui ont lancé des insultes. Ensuite, une fille, avec des cheveux blancs, s'est avancée avec une grâce douce et a dit « Je suis désolé pour ce que mes sœurs ont dit. Elles sont juste bouleversées parce que notre sœur est portée disparue. J'ai besoin de quelques informations de ta part. » Ryo a admiré sa manière et lui a calmement dit tout ce qu'il savait. La fille, nommée Celia, a utilisé sa magie pour essayer de localiser sa sœur, mais elle n'a trouvé aucune trace d'elle. Au lieu de cela, elle a découvert quelque chose d'inattendu. Ryo était le seul dans la région avec une énergie magique similaire à la leur. Elle ne savait pas comment il avait ce pouvoir, mais elle ne l'a pas questionné davantage. En guise de remerciement pour l'information, elle lui a remis un sac plein d'argent et a poliment pris congé avec les autres. Ryo a ouvert le sac et a souri en voyant l'argent à l'intérieur. Il l'a rapidement attaché autour de son cou et s'est précipité de retour à la cabane pour reprendre le travail. Mais au moment où il a ouvert la porte, un homme s'est jeté sur lui et l'a frappé violemment dans la poitrine, l'envoyant au sol. Heureusement, le coup a frappé le sac attaché à sa poitrine et a épargné sa vie. Frustré que Ryo ait survécu, l'attaquant s'est approché pour le finir. Ryo était terrifié, figé par la peur, incapable de bouger ou de penser clairement. Soudain, une étrange fille est apparue devant lui. Elle a doucement saisi son visage et a dit « Il n'y a pas de temps, tu dois réveiller tes pouvoirs maintenant, ou nous mourrons tous les deux. » À cet instant, Ryo a compris. Et puis, cela s'est produit. Il s'est transformé en Haruto une fois de plus. Les souvenirs de sa première vie ont afflué. Ses compétences de combat, aiguisées et mortelles, sont revenues instantanément. Il a attrapé le criminel et a brisé son crâne d'un coup net. Essoufflé, il a remarqué le sac d'argent bouger à ses côtés. Il l'a ouvert, et à sa grande surprise, la voilà, la fille disparue. Elle tremblait, sa voix pleine de peur. « S'il te plaît, emmène-moi au château. Mon père te récompensera si tu me ramènes. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'est évanouie à cause de l'horreur de voir les cadavres autour d'elle. Ryo l'a soulevée sur son épaule et s'est mis en route pour retrouver les filles afin de la ramener en toute sécurité. Ils l'ont aperçue de loin, mais alors qu'il s'approchait, l'une d'elles s'est précipitée en avant et lui a donné une claque au visage. « Tu nous as menti plus tôt, tu as dit que tu ne savais rien. Et maintenant tu la portes, tu l'as kidnappée. Lâche-la, ne la touche plus jamais !» Ryo a essayé d'expliquer, mais la fille ne voulait pas écouter. Elle était furieuse et convaincue qu'il était le coupable. Leur leader a levé son épée et l'a pointée vers lui. « Tu as nié la connaître auparavant et maintenant tu la ramènes? Tu viens avec nous au château. Tu vas tout avouer là-bas. Nous déciderons ensuite si tu es innocent ou coupable. Si tu es innocent, tu seras récompensé. » Ryo a demandé « Et que se passe-t-il si je refuse de venir avec vous ?» Elle a répondu froidement « Ne te méprends pas, ce n'est pas une demande, c'est un ordre. » Et donc, ils l'ont emmené au château. Pendant ce temps, la police est arrivée à son lieu de travail et a arrêté le véritable criminel. Ils étaient sur le point de l'interroger quand un homme masqué est apparu et a dit « La mission a échoué. Il a activé un petit appareil. » Et comme ça, le criminel était mort. L'homme masqué a disparu, planifiant clairement quelque chose de beaucoup plus sinistre. De retour au château, Vanessa a pris la princesse, Flora. Cependant, Ryo a été jeté en prison pour interrogatoire. Un garde l'a enchaîné et a dit « Écoute attentivement.
Soit tu avoues que tu as enlevé la princesse, soit je te forcerai à parler. Mais Ryo était complètement innocent. Je n'ai enlevé personne, a-t-il répondu fermement. Le garde ne le croyait pas. Il a battu Ryo sans pitié, exigeant des réponses. Ryo, meurtri et ensanglanté, est resté silencieux. Il ne voulait pas admettre quelque chose qu'il n'avait pas fait. À ce moment-là, Flora a retrouvé conscience. Vanessa était assise à côté d'elle, attendant qu'elle se réveille. Dès qu'elle a ouvert les yeux, Vanessa lui a tout dit. Flora a immédiatement crié. « Pourquoi l'as-tu emprisonné? Il a sauvé ma vie. Amène-le ici tout de suite. Nous devons le récompenser. » Vanessa s'est précipitée à la prison et a été horrifiée par l'état de Ryo. Elle a crié au garde « Je t'ai dit de le traiter doucement. Pourquoi lui as-tu fait ça ?» Le garde s'est défendu. « C'est un espion. Il a enlevé la princesse. Donne-moi un peu plus de temps et il avouera. » Vanessa a rétorqué. « Libère-le maintenant. C'est lui qui l'a sauvé. » Stupéfait, le garde a obéi. Ryo, cependant, était toujours en colère et refusait de parler à quiconque, pas même à Celia. Elle a utilisé la magie de guérison pour soigner ses blessures, qui ont commencé à se refermer lentement. Plus tard, Ryo s'est réveillé dans son lit, surpris que sa douleur ait disparu. Celia était à ses côtés et a dit doucement « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant. Le roi lui-même te honorera dans 2 jours. » Elle a ajouté « Je suis vraiment désolé de t'avoir blessé hier. Je promets que cela ne se reproduira pas. » Ryo a souri faiblement et a répondu « Ça va, mais puisque je vais rencontrer le roi, j'aurai besoin de ton aide. Apprends-moi à parler correctement devant lui. Je ne veux pas causer de problème. » Après qu'elle ait accepté et étendu sa main pour l'aider à se lever, une vague d'immense joie l'a envahi, comme si le monde entier s'était soudainement illuminé autour de lui. Peu de temps après, le roi a tenu une grande cérémonie au cours de laquelle il a honoré Ryo et a annoncé officiellement son inscription à l'Académie Nord. L'atmosphère était sereine et magnifique. Après la cérémonie, Celia l'a rencontré sur l'escalier, lui a présenté sa classe, lui a expliqué tout ce qu'il devait savoir et l'a informé qu'elle serait leur instructrice. Puisque Ryo avait rejoint tard et que les examens approchaient, elle lui a dit « Si tu as besoin d'aide, viens me voir et je te donnerai des cours particuliers. » Ryo était ravi de ces paroles et a accepté avec plaisir. Cependant, lorsqu'il est entré dans la salle de classe, il n'a pas été accueilli chaleureusement. Tous ses camarades de classe venaient de familles nobles riches et il ne comprenait pas pourquoi le roi permettrait à un paysan comme Ryo d'assister à leur école. Ryo n'a pas prêté attention à leurs commentaires et a silencieusement pris son siège. Plus tard, il est allé voir Celia pour étudier davantage et les choses se sont bien déroulées à partir de là. Il a continué à étudier avec elle jusqu'à ce que le temps des examens arrive enfin. Alors que Ryo se préparait, il se poussait très fort, ce qui inquiétait Celia. Elle a essayé de le convaincre de se détendre, lui rappelant qu'il était encore nouveau et que les notes n'étaient pas tout. Mais Ryo l'a rassuré d'une voix calme. « Je veux juste apprendre, c'est tout. » Les examens ont commencé et tout le monde les a pris au sérieux. 1 mois plus tard, les résultats ont été affichés et tout le monde s'est rassemblé pour voir comment Ryo s'en était sorti. À la surprise de tous, Ryo a obtenu la première place. Un des étudiants a éclaté de colère en criant « C'est impossible! Il a dû tricher ou quelqu'un l'a aidé. » Il était plein d'arrogance et d'accusations sans fondement. Mais la princesse Christina s'est avancée et a dit fermement « Si tu n'as aucune preuve solide de tricherie, alors c'est honteux pour un noble comme toi d'agir ainsi. » Embarrassé, le garçon a reculé et s'est éloigné. Après les résultats, Celia a emmené Ryo dans sa chambre pour célébrer. Elle était vraiment ravie de la rapidité avec laquelle il apprenait et a commencé à ressentir une profonde connexion avec lui, comme s'il lui ressemblait. Ryo, en revanche, l'a traitée comme si elle était plus jeune que lui et leur lien continuait de se renforcer chaque jour. 5 ans passèrent. Un jour, l'instructeur d'épée a remarqué l'habileté de Ryo en escrime et l'a sélectionné, avec 2 autres étudiants, pour représenter l'académie lors du prochain tournoi. Beaucoup se sont opposés à la décision de l'enseignant, mais il est resté ferme et a dit « Ryo participera, et c'est final. » Avant le tournoi, alors que Ryo se tenait avec Celia, elle lui a demandé « Que prévois-tu de faire après l'obtention de ton diplôme ?» Il a fait une pause puis a dit « Je quitterai ce pays. Je veux visiter la terre natale de ma mère, celle dont elle m'a parlé quand j'étais jeune. » Celia était clairement triste, mais elle ne le montrait pas devant lui. Les jours ont passé, et le tournoi a enfin commencé. 3 étudiants devaient défier 3 chevaliers pour montrer ce qu'ils avaient appris. Le premier match était celui de Ryo. Alors que le juge appelait son nom, un autre étudiant lui a lancé un regard dédaigneux en disant « Essaie de ne pas nous embarrasser, perds juste rapidement et quitte la scène. » Ryo l'ignora et entra dans l'arène. L'arbitre appela l'adversaire. « Charles, avance. » Ryo le reconnut immédiatement. C'était le même homme qu'il avait interrogé lorsqu'il était arrivé au château. Charles était toujours en colère. Son rang avait chuté après sa précédente rencontre avec Ryo, et il avait été puni. L'arbitre a signalé le début du match. Charles a lancé une rafale d'attaques puissantes, ne laissant à Ryo aucun moment pour respirer. Attaque après attaque, Ryo a à peine réussi à se défendre, et les spectateurs pensaient qu'il était fini. Mais alors, Ryo a soudainement riposté, désarmant Charles avec aisance. L'arbitre était stupéfait et a déclaré Ryo vainqueur. Charles se tenait là, tremblant, criant « Je retenais juste mes coups, donne-moi une autre chance et je ne ferai pas de quartier. » Mais l'arbitre a crié « Assez! Tu as perdu de manière juste et équitable devant tout le monde. Accepte ta défaite. » Charles a à contre-cœur admis sa défaite et est parti. Celia et l'instructeur étaient ravis pour Ryo, et la foule était en admiration. Sauf Charles. Cette nuit-là, il s'est assis à boire seul, marmonnant.
ce garçon. Il me rappelle mon jour le plus sombre. Chaque fois que je le vois, je me sens humilié. Je ne veux plus jamais voir son visage. » L'homme à côté de lui a demandé « Le connais-tu depuis longtemps ?» Charles a répondu « Te souviens-tu d'il y a 5 ans quand la princesse Flora a été enlevée? C'était lui qui l'a sauvée. Et quand je l'ai interrogé, je l'ai caché. Le roi m'a puni pour cela. » L'expression de l'homme a changé. Des doutes sur Rio grandissaient dans son esprit. Il a commencé à soupçonner que Rio pourrait être la même personne qui a tué le criminel, et peut-être même quelqu'un qui prévoit de détruire la famille royale. Pendant ce temps, Celia se tenait sous un arbre, attendant avec impatience Rio. Soudain, une autre fille s'est approchée de lui et a avoué son amour. Rio n'a pas répondu, et la fille s'est éloignée. Mais Celia avait tout vu, et elle était profondément affectée. Il semblait qu'elle était tombée amoureuse de lui. Plus tard, alors que Celia examinait les formulaires de graduation des étudiants, elle a remarqué que Rio n'en avait pas soumis un. Ses soupçons se sont intensifiés. Elle a réalisé qu'il ne comptait pas rester dans le royaume, et la tristesse a rempli son cœur. Un nouveau semestre a commencé, et Celia enseignait maintenant la magie. Tous les étudiants utilisaient leur magie normalement, tandis que Rio faisait semblant de ne pas savoir comment. Mais en réalité, son énergie magique cachée les surpassait tous. Personne ne savait cela, bien sûr. Après le cours, alors que tout le monde partait, Rio s'est approché de Celia, mais avant qu'il puisse parler, un étudiant est venu et s'est moqué de lui devant elle. Il a ricané « Espèce de paysan sans valeur, arrête de t'accrocher aux filles avant que je ne perde mon calme. Tu penses que je ne sais pas comment tu flirtes chaque jour ?» Rio est resté silencieux, mais Celia s'est retournée contre le garçon. « Assez, il n'a rien fait de ce dont tu l'accuses. » Le garçon était enragé par sa défense de Rio, mais il n'avait d'autre choix que de partir. Le lendemain, les étudiants ont reçu une mission sur le terrain pour explorer la forêt et en atteindre la fin. Un étudiant senior nommé Steele a expliqué le terrain et tout ce qu'il devait savoir. Tout semblait parfaitement en ordre. Puis, une autre carte est apparue, l'une d'elles étant censée provenir de la famille Stewart, la même famille à laquelle appartenait le garçon arrogant. Selon sa déclaration, la carte contenait un raccourci qui les mènerait à la fin de la forêt le plus rapidement possible. Naturellement, tout le monde le croyait et suivait Steele, puisqu'il était censé être leur leader. Au début, ils ont rencontré un groupe de monstres faibles, qu'ils ont rapidement éliminés en quelques secondes. Ils ont continué jusqu'à ce qu'ils atteignent une impasse. Tout le monde était confus. L'un d'eux a demandé « Où est le chemin, Steele ?» Le garçon semblait vraiment perplexe, incertain de ce qui se passait ou pourquoi le chemin avait disparu. Soudain, des monstres plus dangereux les ont attaqués par derrière. Tout le groupe était piégé. L'un des monstres a frappé avec une lance et a blessé la jambe du garçon, le faisant tomber au sol en criant. Dans le processus, il a heurté la princesse Flora et l'a accidentellement poussée vers le bord de la falaise. À ce moment-là, Rio a jeté tout ce qu'il portait et a utilisé ses pouvoirs pour ramener la princesse en arrière. Il a fini par tomber à sa place. Bien qu'il n'ait pas été blessé par la chute, il ne savait pas comment il allait faire face aux autres à son retour, ni comment il allait même expliquer ce qui s'était passé. Pendant ce temps, les autres étudiants se sont regroupés pour combattre le monstre et ont réussi à le vaincre. La jambe du garçon a été soignée peu après. Lorsqu'ils lui ont demandé ce qui s'était passé, ils ont dit « N'as-tu pas poussé la princesse Flora et failli la tuer ?» Il a nié tout, affirmant que Rio, le serviteur, était terrifié par les monstres et l'avait accidentellement poussé, ce qui l'a fait tomber sur Flora. Puis il a dit que parce que Rio se sentait coupable, il s'était jeté par-dessus le bord pour subir la punition. Quelle dégoûtante! D'où avait-il même le culot de fabriquer de tels mensonges? Pourtant, malheureusement, tout le monde le croyait, sauf Flora. Elle connaissait la vérité et voulait retrouver Rio coûte que coûte. Pendant ce temps, quelqu'un observait dans l'ombre, planifiant un piège pour Rio afin de tester son véritable pouvoir et de confirmer s'il était celui qui avait tué ce criminel dans le passé. Pendant que les étudiants marchaient paisiblement, Rio était caché à proximité, écoutant les mensonges du cochon et décidant de ne plus retourner en ville, de peur de causer plus de problèmes. De plus, il ne s'était jamais senti à l'aise là-bas. Il pensait à partir depuis longtemps. Soudain, un monstre massif et inconnu est apparu devant les étudiants. Ils ont essayé de l'attaquer en utilisant leur pouvoir, mais c'était inutile. Le monstre était beaucoup trop fort. Il a frappé plusieurs étudiants, a ri de manière moqueuse et s'est précipité sur eux comme s'ils étaient des proies. Tout le monde a réalisé qu'ils ne pouvaient pas gagner. Alors ils se sont dispersés et ont fui aussi vite qu'ils le pouvaient. Seule Flora est restée. Elle avait vu certains des étudiants blessés et a couru pour les aider. Le monstre l'a remarqué et a commencé à se diriger vers elle. Et elle semblait condamnée, terrifiée. Elle a crié à l'aide alors que le monstre tendait la main pour la tuer. Mais comment une telle chose pouvait-elle arriver pendant que la légende Rio était là? Il est apparu soudainement et a tranché le bras du monstre en criant « Fuis d'ici maintenant !» Il a activé son énergie spirituelle et a commencé à combattre le monstre avec furie. Flora regardait avec admiration, hypnotisée par la puissance qu'il possédait. Rio combattait la bête avec une incroyable compétence. Puis, rassemblant son énergie dans son épée, il a porté un coup net qui a tranché la tête du monstre. Il l'avait tué tout seul. Les autres étudiants sont finalement arrivés à l'emplacement de Flora, mais Rio les a repérés juste à temps. Il a utilisé son pouvoir et a disparu avant que quiconque puisse le voir. Cependant, l'homme caché dans l'ombre avait tout vu, et savait maintenant qui était vraiment Rio. On aurait dit qu'il avait des plans sombres en tête. À la fin de la journée, après que tous les étudiants soient rentrés au château, Celia portait des objets à livrer au roi.
Juste avant de frapper à la porte, elle a entendu le nom de Rio mentionné à l'intérieur de la chambre. Elle s'est arrêtée, s'est concentrée sur la conversation et s'est approchée pour écouter. Le père du garçon cochon disait au roi: « Mon fils a causé l'incident d'aujourd'hui, et je m'excuse sincèrement, mais je ne peux pas permettre qu'il soit puni. Nous devons faire porter le chapeau à Rio. » En entendant cela, le roi a commencé à réfléchir soigneusement, puis a répondu: « Tant que la responsabilité est attribuée à un garçon d'aucune origine noble, cela n'a pas d'importance. L'important, c'est de ne pas affaiblir la famille royale ou de perdre la famille Stuart. » Le roi a accepté et a dit: « Fais ce que tu juges nécessaire. » Il a souri malicieusement, sachant clairement ce qu'il avait l'intention de faire. Quant à Celia, après avoir entendu tout cela, elle s'est précipitée à la bibliothèque, le cœur rempli d'inquiétude pour Rio. Quelques instants plus tard, Rio est entrée, déguisée pour dire au revoir avant de partir. Elle s'est précipitée vers lui et l'a étreint fortement, vérifiant son corps pour s'assurer qu'il allait bien. Une fois qu'elle était assurée de sa sécurité, elle l'a assis, et il a commencé à lui raconter tout ce qui s'était passé en détail. Après avoir appris la vérité, elle est devenue furieuse mais ne savait pas ce qu'elle pouvait faire. Rio lui a alors dit qu'il ne pouvait plus rester en ville et devait s'échapper le plus tôt possible. Il a dit: « Mais parce que tu es la personne la plus chère à mon cœur, je suis venu dire au revoir. » Celia a été profondément touchée par ces mots. Elle a répondu: « Prends soin de toi. J'attendrai tes lettres pour savoir que tu es en sécurité. Ne me fais juste pas attendre trop longtemps. » Il a dit: « D'accord, mais j'enverrai les lettres sous un autre nom, Haruto, pour que personne ne devienne soupçonneux. Au revoir, Celia. » Elle a couru vers lui une fois de plus et l'a serré dans ses bras. « J'attendrai pour toi, » murmura-t-elle. Puis il est parti, et ses yeux se sont remplis de larmes qu'elle pouvait à peine retenir. Elle se remémora tous leurs souvenirs ensemble, accablée par le chagrin. Rio quitta la forêt, en direction de sa ville natale, la ville de Nagumo. En chemin, il passa par la ville d'Arslan et s'arrêta pour manger et se détendre un peu. En parcourant les affiches de recherche, il fut soulagé de voir que son nom n'était pas sur la liste. Il entra dans un restaurant, mais il sentit quelqu'un l'observer. Il se retourna, il n'y avait personne. Alors il continua son chemin. Tout à coup, quelqu'un derrière lui cria: « Ramen !» Il était choqué. « Ramen !» Ici, il ne pouvait pas y croire. Il s'assit, prit un bol et demanda au propriétaire du restaurant: « Où trouves-tu tes ingrédients et tes épices ?» Le propriétaire désigna un magasin à proximité, alors Rio y alla et acheta tout ce dont il avait besoin. Après cela, il envoya une lettre à Celia, lui faisant savoir qu'il allait bien et que tout se passait bien. Puis il quitta la ville et reprit son voyage. Mais sur la route, il aperçut une fille allongée sur le sol. Alors qu'il s'approchait pour l'aider, elle le surprit avec une aiguille empoisonnée. Elle se leva et dit: « Je vais te tuer. » Rio laissa immédiatement tomber ses affaires et commença à se soigner en utilisant son pouvoir. « Je ne te laisserai pas me tuer. » Une bataille féroce éclata entre eux. La fille était incroyablement forte, maniant l'énergie des demi-bêtes. Rio ne savait pas comment la gérer au début et essaya d'analyser son style, puis réalisa qu'elle était entièrement concentrée sur un poignard spécifique. Alors, il laissa délibérément une ouverture dans sa défense, l'incitant à frapper. Lorsqu'elle se jeta, Rio frappa avec une force écrasante, la fit tomber au sol et lui désarma. « Tu as perdu, » lui dit-il. Après que la fille ait été capturée, ses yeux changèrent soudainement. Elle se mit à pleurer amèrement et appela sa mère à venir la sauver. Rio ne comprenait pas ce qui se passait et utilisa ses pouvoirs pour essayer de la calmer. Puis, elle s'évanouit. Des souvenirs défilant dans son esprit, des souvenirs de ce qui l'avait conduite à ce moment. Elle venait du même monde que Haruto. Elle avait pris le même bus que lui avant sa mort. Après sa mort, elle se réveilla aussi dans ce monde, mais en tant qu'esclave, forcée de servir le fils arrogant de Stuart. Ce garçon vil la tourmentait chaque jour, la battant jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus résister. Autour de son cou se trouvait un collier d'esclave, un collier qui envoyait des décharges électriques à travers son corps chaque fois qu'elle désobéissait à ses ordres. Lorsque Rio vit le collier, il réalisa que quelqu'un devait lui avoir ordonné de le tuer. Alors il concentra son esprit et commença à chercher un sort capable de l'enlever. Après beaucoup d'efforts, il réussit, et le collier fut enfin brisé. Latina se réveilla pour trouver Rio devant elle, sa main tendue vers elle. La peur la submergea, et elle se précipita pour attraper les couteaux derrière lui. Mais Rio dit calmement: « N'essaie pas, cela ne sert à rien ce que tu fais. Je sais que tu as été forcé de suivre ses ordres et que tu as essayé de me tuer à cause de lui. Ne t'inquiète pas, tu es libre maintenant. » Il lui demanda de lui raconter ce qui s'était passé. Et une fois qu'elle réalisa qu'elle ne serait plus blessée, ses yeux s'emplirent de larmes. Elle s'effondra en sanglots et commença à tout lui raconter. Stuart lui avait ordonné de tuer Rio au moment où il quitta la ville, s'assurant qu'elle ne laissa aucune preuve derrière elle. C'est pourquoi son nom n'a jamais été mentionné parmi les recherchés. À ce moment-là, Rio comprit que c'était tout le travail de ce porc, et il lui dit: « D'accord, tu es libre maintenant, j'ai brisé tes chaînes, et si tu souhaites retourner auprès de tes semblables Beastkin, suis ce chemin pendant 2 jours, et tu les atteindras. Reste avec eux, ne retourne jamais chez Stuart. » Il passa son sac sur son épaule et se prépara à partir. Mais à sa grande surprise, elle le suivit. Il se retourna et demanda: « Que veux-tu » Elle répondit: « Je veux venir avec toi. Je déteste marcher seul. S'il te plaît, ne me laisse pas. » Rio se fâcha. « Comment peux-tu t'attendre à ce que je te pardonne? Tu as essayé de me tuer. Penses-tu vraiment que je pourrais pardonner à quelqu'un qui a essayé de prendre ma vie? Tu rêves. »
La fille tremblait de peur, mais elle plongea alors la main dans sa poche et sortit le collier brisé. Elle le tendit vers lui et dit « Emporte-moi avec toi, même si cela signifie redevenir esclave. S'il te plaît, ne me laisse pas ici seul. » Rio fut touché par ces mots. « Quel est ton nom » demanda-t-il. « Latina » répondit-elle. « D'accord, Latina. À partir d'aujourd'hui, tu voyageras avec moi. Allons-y. » La joie de Latina était écrasante. Ils continuèrent leur voyage, et en chemin, ils s'arrêtèrent pour manger. C'était la première fois qu'elle goûtait de la vraie nourriture. Elle mangea en pleurant de bonheur. Incapable de croire que c'était réel, Rio sourit et dit « Prends ton temps. Personne ne va voler ta nourriture. Pourquoi manges-tu si vite ?» Latina ne l'entendit pas au début, trop concentrée sur son repas. Mais quand elle réalisa ce qu'il avait dit, elle leva les yeux et répondit « C'est la première fois que quelqu'un me traite gentiment. Je suis juste si heureuse. » Rio était ravi d'entendre cela. « Alors à partir de maintenant, tu mangeras les meilleurs repas chaque jour, et personne ne te frappera jamais plus. » Pendant ce temps, au loin, Celia lisait une lettre de Haruto. Son cœur débordait de joie. Il lui manquait profondément et lui souhaita silencieusement tout le meilleur. Cette nuit-là, Rio et Latina montèrent le camp. Rio sortit un bol de ramen et commença à le préparer comme des spaghettis. À sa grande surprise, Latina le reconnut instantanément, l'appelant par son nom de leur ancien monde. Rio était choqué. « Comment sais-tu son nom » demanda-t-il. « Je l'avais déjà mangé avant » dit-elle, bien qu'elle ne lui ait pas dit où. Rio devenait de plus en plus suspicieux qu'elle avait vécu une expérience similaire à la sienne, mais il n'était toujours pas sûr. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle dormait, Latina était tourmentée par des cauchemars, des visions du Japon et de l'accident qui avait coûté sa vie. C'est alors que Rio sut avec certitude qu'elle venait du même monde. Il ressentit une profonde tristesse pour elle et se sentit de plus en plus attaché. Au matin, ils reprirent leur voyage. Le lien entre eux devenait plus fort. Latina commença à voir Rio comme un grand frère, un protecteur qui la protégerait de tout mal. Elle était vraiment heureuse à ses côtés. Finalement, ils arrivèrent à une forêt dense. Là, Rio remarqua un arbre particulier, un que Latina ne pouvait pas voir. Sentant quelque chose d'étrange, il s'approcha et suggéra qu'il se repose pour la nuit et continue le matin. Latina entra dans la tente pour dormir et Rio la suivit peu après. Mais soudain, un bruit à l'extérieur attira son attention. Il sortit et fut surpris de trouver un loup qui le fixait. Le loup émettait une lumière aveuglante et 4 bêtes humaines l'entouraient. Rio était complètement confus. Il essaya de se défendre et de comprendre ce qu'il voulait, mais il continuait à l'attaquer sans relâche. Une des filles s'approcha pour l'interroger, pendant qu'une autre entrait dans la tente et trouvait Latina à l'intérieur. Elle supposa instantanément que Rio l'avait kidnappée. Furieuse, elles commencèrent à frapper Rio sans pitié jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Alors que l'obscurité l'engloutissait, cette mystérieuse fille réapparut dans son rêve. « Comment vas-tu, Haruto ?»« Ça fait un moment, dit-elle. Désolée, je ne peux pas t'aider dans ta situation actuelle, mais le moins que je puisse faire, c'est te donner un rêve agréable. » Puis elle disparut. Rio se réveilla pour se retrouver enchaîné à un lit. Les filles qui l'avaient attaqué entrèrent dans la pièce, accompagnées par la prêtresse du village. Mais avant que l'aîné ne puisse parler, Latina est entrée dans la pièce, courant à ses côtés et l'embrassant avec soulagement. Elle était ravie de le trouver sain et sauf et s'est excusée de ne pas avoir pu l'aider. Elle a demandé qui lui avait fait cela. Réalisant leur grave erreur, les filles se sont excusées sincèrement. Elles l'ont détaché et l'aîné leur a ordonné de préparer une chambre confortable pour lui. Maintenant qu'elle comprenait, il était innocent. La vieille prêtresse a dit: « Demain, je m'excuserai officiellement. Pour l'instant, repose-toi. » Rio a accepté, encore incertain de ce qui se passait. Le lendemain matin, il a parlé avec l'aîné, lui demandant au sujet de l'arbre mystérieux et pourquoi lui seul pouvait le voir. Elle a expliqué: « C'est à cause des esprits. Ceux qui ont la capacité de les utiliser peuvent voir cet arbre. Utilises-tu des esprits, Rio ?» Il a répondu: « Quelque chose comme ça. » Ils sont entrés dans une chambre sacrée au sein du village, où 2 aînés les attendaient. Leur comportement était doux, et ils ont parlé à Rio avec beaucoup de respect. D'abord, ils se sont excusés pour la façon dont il avait été amené. Ensuite, ils ont dit: « Tu as gagné une récompense pour avoir sauvé l'un de nos proches. » Rio a répondu: « J'aimerais que vous preniez soin de Latina. Elle est attachée à moi depuis notre rencontre, mais mon voyage est dangereux, et je ne pourrai peut-être pas la protéger. » La vieille prêtresse s'est avancée. « Nous avions déjà l'intention de le faire. Choisis un autre cadeau, Rio. » Il a répondu: « Si vous avez quelqu'un qui peut m'apprendre l'art des esprits, je vous en serais vraiment reconnaissant. » Ils ont tous accepté. Considérez cela comme fait. Puis, une femme est entrée dans la pièce. Tout le monde s'est levé par respect. Son nom était Doris, l'esprit de l'arbre, vénéré par tous. Elle s'est approchée de Rio, a placé sa main sur sa tête et a dit: « Étrange, à l'intérieur de toi dort une âme humaine. » Rio ne comprenait pas. « Que veux-tu dire? Il y a une autre âme en moi ?» Doris a expliqué. « Oui, tu possèdes un pouvoir sans égal. En toi réside une âme dormante, humaine, sous forme. Si elle s'éveille, elle te donnera un soutien immense et améliorera considérablement tes capacités. » Rio peinait à saisir la signification complète de ces mots, mais a simplement hoché la tête et dit: « D'accord. » Les jours passaient dans le village et Rio avait commencé son intense entraînement, cherchant à améliorer son énergie spirituelle. Il a appris de nouvelles compétences sous la direction de tout le monde dans la forêt.
Quant à Latina, elle vivait maintenant dans une maison propre aux côtés de 3 filles demi-humaines. Pour la première fois depuis longtemps, elle semblait vraiment heureuse. Pendant ce temps, un criminel a été vu se dirigeant vers une grotte, accompagné d'un jeune garçon. À l'entrée de la grotte, l'homme a dit au garçon « Reste ici, je vais faire quelque chose à l'intérieur et nous reviendrons tout de suite. » Quelques instants après être entré, il est sorti en tenant un œuf de dragon dans ses mains. Le garçon, perplexe, a demandé pourquoi il l'avait pris. L'homme a répondu froidement « Cela ne te regarde pas. Je vais faire quelques expériences dessus. Prends-le et garde-le avec toi jusqu'à ce que nous atteignions la ville. » Le garçon a obéi, bien que son anxiété soit évidente. Nerveusement, il a demandé « Les dragons ne vont-ils pas nous poursuivre? Pourquoi avons-nous pris leur œuf ?» L'homme a ri de manière malveillante. « Détends-toi, personne ne nous trouvera. Nous sommes assez loin maintenant. » Mais en se retournant, son sourire s'est estompé. Un essaim de dragons volait droit vers eux, leurs yeux débordant de fureur. À ce moment précis, Rio et Latina venaient d'être officiellement reconnus comme membres du village. Doris elle-même leur avait accordé le sceau d'appartenance. Une grande célébration avait été organisée en leur honneur, remplie de joie et de bonne humeur. Latina s'était parfaitement intégrée aux autres filles et adorait vraiment sa nouvelle vie. Voyant cela, Rio a décidé qu'il était temps de lui parler de son intention de partir. Ailleurs, le criminel et son compagnon s'étaient arrêtés près d'un site près de la forêt. L'homme a dit « Nous allons nous reposer ici ce soir. Prends cette pilule. Je vais explorer la zone. » Le garçon a pris la pilule bien qu'il ait l'air mal à l'aise. L'homme a ensuite utilisé sa magie pour s'envoler dans le ciel, en direction du nid de dragon. Enfin, il a murmuré pour lui-même « Il est temps d'exécuter le plan. » Pendant ce temps, Rio avait emmené Latina profondément dans la forêt. Il voulait lui parler seul et partager sa décision. Latina marchait à ses côtés, souriant vivement. « Retournons et rejoignons la célébration, » a-t-elle dit. « Pourquoi nous éloignons-nous de tout le monde? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important, » répondit Rio. « Mais d'abord, j'ai une question. As-tu apprécié ta vie dans ce village? » « Apprécié? » s'écria-t-elle. « Je l'adore absolument. Tout le monde est gentil avec moi. J'ai des amis. La vie ici est paisible et chaleureuse. C'est merveilleux, » dit Rio en souriant. « Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Je vais quitter le village pour continuer mon voyage seul. Je ne veux pas que tu sois blessé si quelque chose se produit. » Latina s'est figée, son expression se voilant rapidement de chagrin. « Non, dit-elle doucement, je ne te laisserai pas partir, je veux venir avec toi. » Rio a essayé d'expliquer que son voyage était dangereux et qu'il pourrait ne pas être en mesure de la protéger. Mais elle était le cœur brisé et s'est éloignée sans un mot de plus. De retour en ville, des alarmes retentissaient alors que les dragons approchaient. Les gardes étaient mobilisés pour faire face à la menace. En même temps, le criminel a profité de l'absence des dragons pour s'introduire dans leur nid et a commencé à voler leurs œufs. Il était clair qu'il avait quelque chose de sinistre en tête. Certains demi-humains ont remarqué le jeune garçon et se sont approchés pour l'interroger. Mais il a paniqué, a lâché le faucon qui l'accompagnait et s'est enfui. L'une des filles a essayé de le faire tomber mais a échoué. Il célébrait encore son étroite échappée lorsqu'un immense dragon est descendu devant lui. Son destin était scellé. Pendant ce temps, le criminel avait rassemblé tous les œufs de dragon et avait accompli sa mission. Il a alors brisé la pilule qu'il avait donnée au garçon, qui est tombé mort instantanément. L'œuf qu'il portait était tombé au sol et avait roulé jusqu'à s'arrêter devant Latina. Le dragon a vu l'œuf cassé et, consumé par la rage, a supposé que c'était Latina qui l'avait détruit. Il s'est précipité vers elle avec une intention mortelle. Une fille demi-humaine s'est ruée pour la protéger. Mais que pouvait faire quiconque contre un dragon? Il les a tous deux abattus d'un coup puissant. Ils étaient allongés sur le sol. Au même moment, le village a ressenti les tremblements de l'attaque du dragon. Les célébrations se sont arrêtées et tout le monde s'est précipité vers chez soi. Rio a rencontré l'un des anciens du village sur le chemin et a demandé ce qui se passait. « Les monstres attaquent », a dit le vieil homme. « La forêt est entourée. Nous devons fuir immédiatement. » Rio s'est immédiatement rappelé que Latina était toujours là dehors et sans hésiter, il s'est précipité pour la sauver. Ailleurs, la fille demi-humaine se cachait derrière un arbre, murmurant pour elle-même « Nous devons éloigner le dragon de la ville pour protéger les gens. » Mais comment? C'est du suicide. Latina, cependant, ne se souciait pas du danger. Déterminée, elle a décidé de distraire le dragon elle-même. Et en effet, la bête l'a suivie, déchirant les arbres, sa fureur implacable. Juste au moment où il semblait qu'il allait la tuer, Rio est arrivé. Il a frappé le dragon et a arraché Latina de son chemin. Suivi de ce clap éblouissant, les coups volaient dans toutes les directions. La fille, regardant de loin, était en admiration devant la force écrasante de Rio. Elle pouvait à peine croire ses yeux. Même le dragon était stupéfait. Il a ouvert la bouche pour libérer un souffle dévastateur. Mais Rio était plus rapide. Il a claqué la bouche du dragon, puis a délivré un coup écrasant qui a amené le dragon au sol, sans vie. Quand les autres dragons ont vu leur chef tomber, ils ont paniqué et ont fui la zone. Latina a couru vers Rio et l'a étreint fermement, des larmes de joie dans ses yeux. Les autres filles sont arrivées, étonnées par le pouvoir que Rio avait montré. Et ainsi, cette longue journée a pris fin. Le lendemain matin, Latina avait commencé à accepter ce qui s'était passé. Elle a dit à Rio qu'elle avait décidé de rester dans le village, mais qu'elle l'attendrait. Elle lui a rappelé tout ce qu'il avait fait pour elle, puis a finalement décidé de révéler sa vérité.
Je sais que cela peut sembler fou, a-t-elle commencé, mais s'il te plaît, crois-moi, c'est la vérité. Je ne suis pas né dans ce monde, je suis né dans un autre monde, appelé Terre. Je vivais dans un endroit appelé Japon, mais après un terrible accident, je me suis retrouvé ici. Elle a continué. Tu te demandes peut-être pourquoi je me sens si proche de toi. C'est parce que tu es si gentil. Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu autrefois, quelqu'un de très cher pour moi, dans mon monde précédent. Bien sûr, elle parlait de Rio lui-même, cher lecteur. Je te crois, répondit doucement Rio. Chaque mot que tu as dit, je le crois. Ne t'inquiète pas, ajouta-t-il. Au fait, je viens aussi du Japon. J'ai tout compris sur toi pendant que tu dormais, mais comme tu semblais encore incertain, je ne voulais rien dire. C'est vrai, nous sommes les deux seuls de la Terre ici. Mais ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai jamais. À partir de maintenant, tu es ma petite sœur, Latina. Latina était ravie d'entendre les mots de Haruto. Peu après, Haruto commença à se préparer pour son départ. En disant au revoir à tout le monde, des cadeaux affluaient de toutes parts, au point qu'il ne savait même plus où les mettre. Ses environs étaient débordants. Un vieil homme lui remit un bracelet spécial en disant « Cela te facilitera tout ». En effet, le bracelet avait la capacité de stocker tous ses biens, ce qui ravit grandement Haruto. Une fois tout prêt, il se mit en route vers la patrie de son père et de sa mère. Et ici, mon ami, commence un tout nouveau chapitre de cette histoire. Alors reste avec moi et profite de ce qui va suivre. Haruto arriva enfin à sa destination et commença à remarquer que tout le monde dans le village avait les cheveux noirs, tout comme lui. Pourtant, il ne le faisait pas. Il demanda donc à une fille là-bas de le guider vers le chef du village. Elle s'appelait Ruri, et elle le conduisit à une vieille femme nommée Sei. Dès qu'il entra, elle lui demanda « Que veux-tu, enfant ? Tu n'as pas l'air d'être d'ici. » Haruto partagea son histoire avec elle, et dit qu'il était venu apprendre les origines de sa famille. Il ajouta « Ma mère et mon père sont morts quand j'étais jeune, et je suis venu ici pour en apprendre davantage sur leur passé. » La vieille femme demanda alors leur nom, et quand il les donna, son visage changea soudainement. Elle ordonna immédiatement à Ruri et à la fille avec elle de quitter la pièce. Une fois qu'elles étaient parties, elle regarda Haruto et dit « Je veux que tu me racontes ton histoire en entier afin que je puisse tout te dire. » Haruto commença. « Je vivais autrefois avec ma mère et mon père dans un endroit éloigné au cœur de la forêt, mais je n'ai jamais rencontré mon père. Il est décédé avant ma naissance. Ensuite, ma mère a été tuée quand j'étais encore enfant. Elle avait promis de m'emmener à un endroit appelé Nagumo pour que je puisse apprendre nos racines et leur construire une tombe convenable en hommage. » La vieille femme fut émue par ces mots et sourit, en disant « Ne t'inquiète pas, je les connaissais bien, ils étaient très proches de moi. » Haruto était stupéfait et demanda « Tu les connaissais ? Comment ?» Sei répondit « Parce que ton père était mon fils, et toi, tu es mon petit-fils, Haruto. Ne t'inquiète pas, nous avons construit 2 tombes pour eux au moment où ils ont quitté le village. » Elle l'emmena alors voir les tombes. Alors qu'elle se tenait devant les tombes, la tristesse remplissait son visage. Elle regarda Haruto et dit « Il y a longtemps, tes parents ont commis un crime grave. Beaucoup de gens ont commencé à les chasser, et ils ont dû fuir le village. Pour les aider à disparaître, nous avons construit 2 fausses tombes afin que tout le monde croie qu'ils étaient morts et cesse de les chercher. » Haruto ne comprenait pas entièrement, alors il lui demanda pourquoi, mais elle dit simplement « Ce n'est pas à moi de te raconter le reste de l'histoire. » Elle retourna ensuite chez elle, laissant Haruto seul près des tombes pour prier pour ses parents. Il s'assit dans une profonde tristesse, perdu dans ses pensées devant les pierres tombales. Cette nuit-là, il retourna à la maison, changea de vêtements et alla se coucher. Le lendemain matin, il commença à préparer à manger. Il plaisantait avec ceux qui l'entouraient. L'air était calme et joyeux. Plus tard, Haruto rencontra un jeune homme nommé Shin, et les deux s'aimèrent immédiatement. Ils décidèrent d'aller chasser ensemble. Haruto montra une grande habileté, attrapant tout ce qui se présentait à lui. En ce qui concerne Shin, il parvint à peine à attraper quoi que ce soit. Ce soir-là, Haruto trouva ses vêtements sales et créa un bain en utilisant ses pouvoirs. Il entra pour se nettoyer, et en sortant, Ruri et Alma le virent. Elles furent stupéfaites de le voir si propre et demandèrent « Comment es-tu sorti aussi propre? Qu'est-ce que tu fais là-dedans ?» Il leur expliqua l'idée d'un bain. Elles avaient du mal à y croire et coururent à l'intérieur avec délice. Le lendemain, Haruto parlait avec sa grand-mère Sei quand ils entendirent soudain des cris venant de la direction du bain. Ils se précipitèrent et trouvèrent un homme nommé John en train de se disputer avec Shin. John cria « Pourquoi es-tu près du bain? Essaies-tu de draguer ma sœur? Quitte ce village, espèce de salaud !» John était grossier et harcelait les filles. Shin ne put le supporter et s'avança pour le frapper, mais il n'était pas un homme. John le saisit facilement par le bras et commença à l'étrangler. Juste à temps, Sei intervint et dit « Assez, John. Si tu n'étais pas le fils du chef du village voisin, je t'aurais enfermé jusqu'à ta mort. » John répondit avec moquerie. « De quoi s'agit-il? Mon chariot est tombé en panne et je suis venu passer la nuit ici. Est-ce ainsi que tu traites un invité ?» Sei ne trouva pas les mots pour répondre. John s'éloigna et en passant près de Haruto, il essaya de le faire trébucher. « Mais crois-tu vraiment que Haruto tomberait, mon ami ?» Non, c'était John qui trébucha et tomba, ayant l'air complètement humilié.
Un moment plus tard, l'agent des impôts arriva dans le village et décida de passer la nuit également. Pendant l'entraînement de Haruto, Ruri et Alma regardaient, émerveillés par sa force et son physique. Elles lui demandèrent « Pourquoi t'entraînes-tu comme ça tous les jours? Qu'est-ce qui te motive ?» Haruto se remémora son ancien amour, la fille à qui il avait promis un jour « Même si je meurs, je te protégerai. » Il leur dit « C'est une longue histoire, mais je vais vous raconter. Quand j'étais jeune, j'aimais une fille très profondément. J'ai fait un vœu de continuer à m'entraîner afin de pouvoir la protéger. Elle a grandi maintenant, et je ne sais même pas où elle est, ni si elle est toujours en vie. Mais je n'ai jamais cessé de m'entraîner, car je crois que notre promesse est toujours vivante. Peu importe la distance qui nous sépare, nous nous retrouverons. » Les filles étaient profondément émues, remplies d'admiration et d'émotion. Plus tard dans la nuit, Alma avait peur de John et est allée dormir dans la chambre de Ruri. Quand Haruto a découvert cela, il leur a donné une pierre magique et a dit « Mets cela dans ta chambre, si quoi que ce soit se passe, je pourrai te protéger. » Ils ont pris la pierre et ont fait comme il a demandé. Cette nuit-là, John et sa bande complotaient de s'introduire dans leur chambre. Ils ont attendu que tout le monde soit endormi. John s'est glissé vers la chambre. Ruri a ouvert les yeux et l'a trouvé là, appuyant sa main sur sa bouche. « Ne fais pas de bruit, murmura-t-il. Puis Alma s'est aussi réveillée et John a menacé. « Si j'entends un mot de ta part, je lui écraserai le visage. Et tu es la suivante. » Mais pensait-il vraiment qu'il pouvait s'en tirer pendant que Haruto était là? La légende elle-même est entrée en trombe et a anéanti tous les hommes de John. Au moment où il les a vus, une vision de la mort de sa mère a défilé devant ses yeux. Il a crié « Que faites-vous » John a essayé de riposter, mais Valuto s'est glissé derrière lui a saisi la gorge dans une pure fureur et a grondé. J'ai dit « Que fais-tu » John était impuissant. Gerudo a lâché une pluie de coups, point après point s'est écrasé contre son crâne, implacable, terrifiant. Même les filles étaient stupéfaites par sa puissance brute. Juste au moment où John allait être battu à mort, l'agent des impôts est intervenu et a saisi le bras de Haruto. « Si tu le frappes à nouveau, il mourra ici, a-t-il dit. J'ai tout vu, il sera puni pour ses crimes. Toi, Haruto, va te reposer. » Haruto a obéi et s'est éloigné. Il s'est tenu à côté d'un arbre, bouillonnant de rage. Il murmura pour lui-même. « Encore une fois, j'ai oublié mon but. Je ne peux pas laisser ce bâtard qui a tué ma mère continuer à vivre. Je dois me venger, peu importe quoi. » Ensuite, Ryo est rentré chez lui, et tout le monde exprimait sa profonde gratitude pour avoir sauvé les deux filles la nuit précédente. Même le chef des impôts lui-même l'a remercié. Le lendemain matin, le chef des impôts se préparait à partir. Il a emporté les marchandises avec lui. Il a également fait arrêter John et ses compagnons, ayant l'intention de les emmener à son père pour jugement. En parlant avec la vieille femme, elle lui a remis une lettre et a dit « S'il te plaît, livre ceci à ton père quand tu arriveras. » Le jeune homme répondit « D'accord » et commença à se préparer pour le voyage. Tout le monde se mit en route aux côtés du chef des impôts pour livrer leurs marchandises et les vendre au marché. À leur arrivée, John et son groupe furent emmenés pour être jugés, tandis que le chef des impôts remit la lettre à son père. Au fait, le nom de son père était Ayate. Ayate lut la lettre, et une expression de profond étonnement envahit son visage. Il ordonna immédiatement à son fils d'aller chercher Ryo sur le champ. En effet, Ryo fut trouvé et amené au palais. En entrant et en s'asseyant avec eux, Ayate le regarda avec incrédulité et dit « Je n'en crois pas mes yeux. Tu ressembles exactement à elle, Ryo. » Ryo, perplexe, demanda « À qui? De quoi parles-tu » Hayate commença à raconter l'histoire depuis le tout début, en disant « Ta mère appartenait à la famille royale. J'étais son serviteur et celui responsable de sa protection. Un jour, alors que j'entraînais les soldats, un jeune homme étrange apparut. Il était féroce et puissant, battant tous les ennemis sur le champ de bataille, et il était la raison de nos nombreuses victoires. Je l'ai défié en duel pour mesurer sa force, mais il me vainquit sans effort. À partir de ce moment, j'ai décidé de le nommer gardien de la princesse, ta mère, Ryo. Avec le temps, leur lien est devenu plus proche et plus profond, et la princesse est finalement tombée amoureuse de lui. Mais lors d'une des réunions royales, le fils de l'empereur la vit et fut captivé par sa beauté. Cette nuit-là, il envoya son serviteur pour l'enlever. Mais ton père l'affronta et lui porta un coup fatal. Lorsque le fils de l'empereur découvrit ce qui s'était passé, il fut enragé. Il exigea d'épouser la princesse dans le cadre d'un arrangement politique, menant de plonger la nation dans la guerre si la demande n'était pas satisfaite. N'ayant pas d'autre option, le roi décida d'aider tes parents à fuir le village pour échapper à la colère de ces chiens vicieux. Ils partirent, remplis de chagrin. Alors que Ryo écoutait le récit, ses yeux brûlaient de chagrin et de rage. Ayate continua. Et maintenant, je veux que tu rencontres le roi et la reine. Je leur ai déjà parlé de ta présence ici, et leur plus grand souhait en ce moment est de te voir. Veux-tu venir avec moi pour les rencontrer, Ryo? Sans hésitation, Ryo accepta et partit avec lui. Il les trouva assis à l'intérieur du palais. Submergés par l'émotion à la vue de leur petit fils, ils pouvaient à peine croire leurs yeux.
La joie remplissait leur cœur, et Rio les salua chaleureusement alors qu'ils commençaient à converser. Le grand-père demanda alors à Rio de partager toute son histoire, depuis le tout début, afin qu'il puisse comprendre tout ce qu'il avait traversé. Rio commença à raconter son récit douloureux. Quand j'étais petit, je vivais avec ma mère dans le bonheur. Bien que nous soyons pauvres, chaque jour semblait lumineux et plein de vie. Alors un jour, le vieil ami de mon père, Lucius, est entré dans notre maison. Il m'a donné un coup de pied et a bu dans une bouteille de médicaments. Ma mère est entrée en courant, demandant ce qu'il faisait. Elle a essayé de l'arrêter, mais il l'a attaqué et l'a tué juste devant mes yeux. Je suis resté là figé, incapable de bouger. Je ne comprenais même pas pourquoi il l'a fait, mais je jure, quand je le reverrai, je ne lui montrerai aucune pitié. Je vengerai sa mort, quoi qu'il en coûte. Le roi et la reine étaient dévastés parce que leur petit-fils l'avait enduré. Ils lui ont demandé « As-tu toujours l'intention de suivre ce chemin de vengeance? As-tu envisagé de lâcher prise ?» Rio répondit avec détermination « Je sais que le chemin de la vengeance est sombre, plein de douleurs et d'obstacles, mais c'est le seul chemin que je vois devant moi. Je ne me reposerai pas, tant que le chien qui a tué ma mère, Lys, ne sera pas mort. » Le grand-père admirait sa détermination et dit « Impressionnant, mais pour vraiment évaluer ta force, je veux que tu combats Hayat dans un duel en tête à tête. Personne ne l'a jamais vaincu, sauf ton père. Maintenant, je veux voir si tu as vraiment ce qu'il faut pour revendiquer ta vengeance. » Rio répondit « J'accepte. » Ils se dirigèrent vers l'arène d'entraînement. Hayat retroussa ses manches et chargea Rio avec férocité, pensant qu'il n'était qu'un garçon faible. Mais il n'avait aucune idée que Rio le ferait paraître comme un simple enfant. Tous ceux qui regardaient le match étaient incrédules. Comment le légendaire Hayat pouvait-il ne pas égaler Rio? Hayat recula, se préparant à utiliser sa technique ultime pour mettre fin au duel. Il pensait que cela suffirait, mais Rio libéra son coup le plus puissant, la technique de l'esprit de l'eau, et le frappa avec une force écrasante. Le roi et la reine étaient stupéfaits. Ils dirent « Bien joué Rio, nous ne sommes plus inquiets. Quand ton voyage sera terminé, reviens-nous. Nous t'attendrons toujours les bras ouverts. » Rio répondit « D'accord, je reviendrai. » Après cela, Rio retourna au village. Tout le monde était déjà entré plus tôt, mais Rory le vit debout près des tombes de ses parents. Il réaffirmait son vœu, murmurant « Maintenant, je connais toute la vérité. Je prendrai ta revanche. Ne t'inquiète pas. » Il ajouta « Au revoir. » Puis il rentra chez lui et raconta à Rory tout ce qui s'était passé. Elle était ravie d'apprendre que Rio était son cousin, et son bonheur ne connaissait pas de limite. Plus tard, Rio dit à sa grand-mère qu'il ne prévoyait pas de rester éternellement. Il resterait jusqu'à la prochaine récolte. Ensuite, il continuerait son voyage pour explorer le monde. La vieille dame ne s'y opposa pas. Elle dit « D'accord, fais comme bon te semble. » Les jours passèrent, et Rio devint progressivement une partie essentielle du village. Il a aidé tout le monde de plusieurs manières, et ils ont tous appris à l'aimer. La vie là-bas était paisible. Un jour, alors qu'il enseignait quelque chose à Alma, elle réalisa qu'il partirait dans 2 mois. Elle était dévastée, incapable de retenir ses larmes. Elle murmura « D'accord, je comprends. » Elle rentra chez elle en larmes, ne sachant pas quoi faire. Son frère la vit et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Qui t'a contrarié ?» Elle répondit « Personne ne m'a contrarié. Je viens d'apprendre que Rio va quitter le village dans 2 mois. Il n'a rien fait de mal. Le problème vient de moi. » Shin comprit immédiatement. Sa sœur était complètement tombée amoureuse de Rio. Alors il se rendit chez la vieille femme et frappa à la porte. Rio sortit pour le saluer et demanda pourquoi il était venu à cette heure. Soudain, Shen s'agenouilla au sol, baissa la tête et supplia « Reste dans notre village. Je sais que je fais preuve d'égoïsme, mais je t'en supplie, ne pars pas. » Sa sœur le vit s'agenouiller pour elle, et son cœur se serra. Elle se précipita vers eux et s'excusa pour ce qui s'était passé. Shin la regarda, incertain de ce qu'il devait faire, les yeux lourds de chagrin. Après cela, Rio commença progressivement à comprendre la situation et réalisa ce qui se passait autour de lui. Les jours passèrent et les mois suivirent, jusqu'à ce que le jour tant attendu de la récolte arrive enfin. Rio se préparait à partir et tout le monde célébrait l'occasion, profitant de la nourriture qu'il avait préparée pour eux, alors que la joie emplissait l'air. Mais alors que Rio se tenait au milieu de la célébration, Alma s'approcha de lui et lui demanda de venir avec elle. Rio accepta et la suivit pour voir de quoi il s'agissait. Alma se tenait devant lui, submergée par la timidité, parlant d'une voix basse et prudente. Elle lui confia ses sentiments et dit « S'il te plaît, emmène-moi avec toi dans tes voyages. Je t'aime, et je ne peux pas vivre sans toi. » Mais Rio, après l'avoir écouté, s'excusa doucement et dit « Je suis désolé, mais je ne peux pas rendre tes sentiments. » Alma essaya de le persuader de toutes les manières possibles, mais le cœur de Rio avait déjà été volé par une autre fille au moment où il arriva dans le village. Shin avait observé la situation de loin et vit le cœur de sa sœur se briser sous ses yeux, impuissant à l'arrêter. Le lendemain matin, Rio commença à préparer ses affaires et se mit en route pour partir. Il fit ses adieux à tout le monde, et tous étaient attristés par son départ. Mais Alma ne vint pas dire au revoir, ce qui le rendit encore plus triste, car il avait l'impression d'avoir brisé son cœur. En quittant le village, il la trouva là,
l'attendant. Elle dit avec un sourire teinté de chagrin, « Je sais que tu ne m'aimes pas maintenant, mais crois-moi, je ne renoncerai pas. Je continuerai d'essayer jusqu'à la toute fin. Je ne me fatiguerai jamais. Tu dois juste faire de ton mieux pour suivre mon rythme, Rio. À bientôt. » Rio sourit à ce moment-là, se sentant heureux qu'elle soit revenue à son fort caractère, et répondit avec un sourire, « À bientôt. » Puis il poursuivit son voyage jusqu'à ce qu'il atteigne la ville des demi-humains, où il rencontra Latina. La fille était ravie de le voir revenir, complètement immergée dans le bonheur. Rio a salué tout le monde et leur a dit qu'il était de passage et avait décidé de rendre visite. Il a également mentionné qu'il prévoyait de construire une petite maison pour séjourner lors de ses visites. Et tout le monde a accueilli l'idée et a proposé son aide. Rio est rentré chez lui et a fait une courte sieste. Et soudain, il s'est réveillé pour trouver une fille endormie à ses côtés. Il a crié et les filles se sont précipitées dès qu'elles ont entendu sa voix, témoignant de la scène de leurs propres yeux. Rio, dans la panique, a dit « Je ne sais rien, ne te méprends pas ». Les filles ne comprenaient pas ce qui se passait et tout le monde restait stupéfait, incapable de comprendre. À ce moment-là, la fille s'est présentée. Oui, elle était l'esprit avec qui Rio avait autrefois fait un contrat, celle qui l'avait sauvé quand il était enfant. Mais maintenant, elle souffrait de perte de mémoire, incapable de se rappeler quoi que ce soit sur elle-même. Rio lui a donné un nom et a dit « Viens avec moi, nous irons voir Doris pour découvrir qui tu es vraiment. » Il l'a nommée Licia. Ils ont rencontré les anciens du village et tout le monde a fait sa connaissance et les choses se sont bien passées. Puis Doris est arrivée et a commencé à analyser son énergie et à lui parler. Elle lui a posé de nombreuses questions mais Licia ne connaissait pas les réponses et n'a répondu à aucune d'elles. Doris lui a demandé quels éléments elle pouvait utiliser. Licia a répondu avec confiance. Tous. Doris était stupéfaite et a dit « Tous ? Tu rigoles ?» Mais Licia a réaffirmé « Oui, je les utilise tous. » Doris ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait et a demandé à Rio de la tester. Ils sont sortis et le combat a commencé. Au début, Rio a essayé le combat rapproché et Licia l'a égalé habilement, se déplaçant prudemment, comme si elle avait peur de lui faire du mal. Ensuite, elle a essayé d'utiliser tous les éléments. Elle ne plaisantait pas, elle pouvait vraiment utiliser chaque élément, avec une immense puissance spirituelle, disparaissant même soudainement de la vue. C'était vraiment incroyable. Doris est intervenue à la dernière minute et a arrêté le combat avant qu'il ne détruise la forêt. Ensuite, elle a commencé à expliquer davantage sur les esprits et leur nature. Après cela, tout le monde est resté là un moment, apprenant davantage sur les capacités des uns et des autres. Les jours ont passé et les mois ont suivi, jusqu'à ce que Rio mette fin à son séjour là-bas et décide de continuer son voyage. Les villageois lui ont offert un ensemble de cadeaux, y compris une épingle à cheveux qui lui permettait de changer la couleur de ses cheveux en n'importe quelle couleur qu'il voulait, et une boussole magique qui le ramènerait instantanément à la forêt. Il a dit au revoir à Latina et à tout le monde, puis a repris son voyage. Son plan était de passer par le royaume où il avait étudié enfant pour saluer Celia, surtout depuis qu'il ne lui avait pas envoyé une seule lettre depuis 2 ans entiers. À ce moment-là, Celia se tenait dans le jardin, tenant la dernière lettre de Rio, profondément attristée, blessée par le silence dans lequel il l'avait laissée. Charles, le jeune homme fouineur, la vit et commença à s'approcher avec ses mots habituels. Il était clair qu'elle avait été promise à lui, mais il s'approchait d'elle d'une manière agaçante qu'elle pouvait à peine tolérer. Pendant ce temps, Rio était arrivé dans la ville, déguisé avec Licia pour que personne ne les reconnaisse. Ils se faufilèrent discrètement vers la chambre de Celia à l'intérieur du palais, et y parvinrent avec succès. Ils ouvrirent son bureau, mais il était complètement vide. Il n'y avait rien à l'intérieur. Rio était choqué et demanda à Licia d'utiliser sa magie sur l'un des serviteurs à proximité pour l'interroger. Il demanda « Où est Celia? Pourquoi n'est-elle pas ici ?» L'homme lui dit que Celia était maintenant au manoir du duc. Rio était stupéfait et demanda pourquoi. L'homme répondit « C'est normal, son mariage aura bientôt lieu. Elle va épouser Charles Arbour. » Rio se figea sur place, incapable de croire ce qu'il entendait. Il demanda immédiatement « Ce mariage, c'est son choix ?» L'homme répondit « Non, c'est un mariage purement politique. Il y a 3 ans, une guerre a éclaté dans le royaume, et le roi et sa fille Flora ont fui. Après cela, la famille Arbour a pris le pouvoir, et pour renforcer les liens politiques, Celia a été choisie pour être la fiancée de Charles. Rio ne pouvait pas se contenir, et décida d'aller voir Celia lui-même et de découvrir la vérité. Il demanda à Licia de la localiser et apprit qu'elle était au manoir du duc, fortement gardée de tous les côtés. Pensez-vous que Rio reculerait? Bien sûr que non, mon ami. Il se glissa à travers l'obscurité sans que personne ne le remarque, et atteignit enfin Celia, qui était dans une profonde tristesse, contemplant la possibilité de brûler les lettres de Rio. Et à ce moment-là, le héros apparut. Il ouvrit la porte, et ses cheveux retrouvèrent leur couleur naturelle. Celia le reconnut instantanément, ne pouvait pas croire ses yeux, et se jeta dans ses bras, submergée de joie. Ils parlèrent un peu, puis elle se dépêcha de préparer du thé. « J'ai entendu dire que tu te mariais demain. Je ne veux pas te déranger ni rabaisser l'homme que tu es sur le point d'épouser. Mais Charles ne te mérite pas, n'est-ce pas? Tu le sais, n'est-ce pas Celia? » Elle répondit, retenant à peine ses larmes. « Oui, je l'épouse demain. Je sais que tes souvenirs de lui ne sont pas agréables, mais j'ai grandi maintenant et atteint l'âge du mariage, et je dois me marier. » Rio a demandé, « Es-tu sûr de cela? Veux-tu vraiment vivre avec cet homme? » Elle hésita, puis éclata en larmes. « Et si je refusais, me prendrais-tu? Veux-tu m'épouser? Veux-tu me sortir de cet endroit et fuir? Bien sûr que non. Oublie ce que j'ai dit, et sors d'ici avant d'être attrapé. »
Rio ne comprenait pas pourquoi elle agissait ainsi, et il essaya de lui tirer la vérité. Mais elle refusait de répondre et lui dit de partir. Rio partit effectivement, incapable de comprendre ce qui se passait. Quant à Celia, elle ressentait un bonheur écrasant de l'avoir revue, et elle se dit « C'est pour le mieux. Je ne suis qu'une marionnette suivant des ordres. Rio ne devrait pas porter mes fardeaux. » À ce moment-là, Rio se tenait à côté d'Aisha, la tristesse assombrissant son visage. Il était clairement mécontent de la situation et du comportement de Celia, et il faisait tout ce qu'il pouvait pour découvrir la vérité complète. Et en effet, le lendemain matin, Celia se préparait pour sa cérémonie de mariage. La tristesse était profondément gravée sur son visage. Pendant ce temps, Charles se tenait avec un criminel connu et il devenait clair que les deux avaient formé une alliance secrète visant à renverser la famille royale et à s'emparer du trône. Le criminel sentit une présence spirituelle à proximité, mais il ne pouvait pas en localiser la source. Quant à Celia, une fois ses préparatifs terminés, elle sortit de sa chambre, seulement pour être présentée par Charles à ses 6 autres épouses. Oui, mon ami, ce salaud était déjà marié à 6 femmes et maintenant il voulait que Celia soit la 7e. Il les laissa apprendre à se connaître, s'éloignant avec arrogance. Dans ces moments tendus, les épouses se tournèrent vers Celia et parlèrent avec un mépris pur. « Tu es peut-être la fille du roi maintenant, mais une fois que tu épouseras Charles, tu seras la plus basse parmi nous. Tu ferais mieux d'apprendre ta place maintenant, sinon nous ne serons pas si gentils la prochaine fois. » Celia ne pouvait pas répondre, son cœur se noyait dans le chagrin. Aisha avait observé de loin, et après avoir entendu tout cela, elle se précipita pour dire à Rio ce qui s'était passé. Peu après, Celia monta dans la voiture de mariage et s'assit à côté de Charles, alors que le cortège nuptial commençait à se déplacer. Rio se tenait à distance, observant tout se dérouler. Il vit la douleur dans les yeux de Celia et fut submergé par la colère et le chagrin. Peux-tu imaginer, mon ami, Celia coincée dans cette misère pour toujours? Mais juste au moment où elle descendit de la voiture et tendit la main pour prendre celle de Charles, la bête se réveilla. Rio est apparu. Il a chargé à travers les soldats comme une tempête enragée, ne voyant personne devant lui. Même ceux à cheval ne pouvaient pas l'arrêter. Il les a déchiquetés un par un. Il a porté un coup dévastateur à Charles, puis a saisi un poignard et l'a tenu contre le cou de Celia, criant « Ne bougez pas! Quiconque s'approche, elle meurt !» Celia était stupéfaite. Elle ne comprenait pas ce qui se passait ni pourquoi Rio se mettrait en danger. Mais ensuite, Rio lui parla par télépathie. « Calme-toi, je ne suis pas ici pour blesser qui que ce soit, et je ne suis pas ici pour te prendre de force. Je veux juste connaître ton véritable désir. Si tu souhaites annuler ce mariage sans que ta famille ne soit blâmée, il te suffit de le dire, et je ferai en sorte que cela arrive. Mais si tu souhaites vraiment épouser Charles, je m'éloignerai sans causer de tort. J'ai juste besoin de savoir. Que veux-tu, Celia ?» Elle était submergée, incapable de penser clairement, mais elle rassembla tout son courage et répondit « Emmène-moi avec toi. Je ne veux pas épouser ce chien. » Rio sourit et dit « Comme vous le souhaitez, madame. » Il la souleva dans ses bras, regarda Charles avec mépris et déclara « Écoute, bâtard, je prends ta fiancée juste devant toi, le jour de ton mariage, et il n'y a rien que tu puisses y faire. » Puis il s'élança avec elle dans ses bras. Celia était submergée de joie, à peine capable de croire ce qui se passait. Sa famille criait, terrifiée pour sa sécurité. Mais quand son père regarda dans ses yeux, il sut. Quelque chose de bien plus grand se jouait. Au même moment, le criminel réalisa que Rio utilisait la magie spirituelle. Il commença à soupçonner que Rio était le même jeune homme qu'il avait vu auparavant. Il l'observait de près, rassemblant les signes, jusqu'à ce qu'il en soit certain. Il lança une puissante attaque pour tester les capacités de Rio. Rio bloqua le coup, puis s'enfuit, portant Celia pendant que les soldats le poursuivaient, essayant de le piéger. Il glissa dans une ruelle étroite et remit Celia à Aisha en disant « Prends-la et cours, je te rejoindrai bientôt. » Aisha n'hésita pas. Elle saisit Celia et s'échappa, tandis que Rio sortait pour distraire les soldats. Ils se jetèrent tous sur lui de manière imprudente, l'entourant de tous les côtés. Mais Rio ne fléchit pas. Il déchaîna sa fureur, envoyant les soldats voler, un après l'autre. Juste au moment où il s'apprêtait à s'échapper, Alfredo arriva. Oui, Alfredo, le soldat le plus fort de tout le royaume. Il attaqua Rio de toutes ses forces, et Rio réussit à peine à se défendre. Il frappa à nouveau, et Rio bloqua une fois de plus. Puis Rio le poussa en arrière. Les soldats qui regardaient étaient en état de choc total. Comment cet intrus mystérieux pouvait-il être si puissant? Alfredo remarqua quelque chose d'étrange. Rio n'utilisait même pas toute sa force. Devenant désespéré, il rassembla chaque once de pouvoir dans sa lame et cria « C'est ta fin !» Il unleasha une frappe dévastatrice, mettant le champ de bataille en flammes et détruisant tout sur son passage. Lorsque les soldats essayèrent de chercher Rio, il était parti. Ils supposèrent qu'il avait péri. Mais crois-tu vraiment qu'il soit mort, mon ami? Bien sûr que non. Il s'est échappé à la dernière minute et a finalement atteint Celia. Elle se tenait à côté des chats et, au moment où elle le vit, elle courut vers lui. Incapable de croire ses yeux, elle trébucha, tombant accidentellement dans ses bras. Puis elle se redressa rapidement et s'excusa, le remerciant de risquer sa vie pour la sauver. Rio sourit simplement et dit « Ce n'est rien, c'est le moins que je puisse faire pour toi. » Tout semblait calme et beau. Mais soudain, une étrange lumière brilla à travers le ciel. Aisha devint tendue et dit rapidement « Rio, il y a un danger de l'autre côté. Ils sont en danger, tu dois y aller. »
De l'autre côté, 3 filles descendaient du ciel. L'une d'elles était le premier amour de Haruto. Elles furent capturées par des bandits qui prévoyaient de les exécuter. Peux-tu imaginer si l'une d'elles devait mourir aujourd'hui? Pas question, mon ami. Ryo arriva juste à temps. Il entendit les filles parler en japonais et réalisa instantanément qu'elles venaient de son monde. Il annihila les bandits et courut déverrouiller la porte où les filles étaient piégées. Il demanda s'il y avait quelqu'un d'autre à l'intérieur, et elles pointèrent vers une autre charrette. Il se précipita et la déverrouilla, et puis, boum, il resta figé sous le choc. Oui, Ryo l'a reconnu, sa bien-aimée. Il ne pouvait pas croire ses yeux. Qu'est-ce qui l'avait amené ici? Quel choc! Et c'est là, mon ami, que cet épisode se termine. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et sur ce, adieu.